Bonjour à tous, Dr Labani, médecin spécialiste en médecine interne. Nous avons vu ensemble la dernière fois une vidéo sur le comportement du tube digestif pendant le ramadan et nous avons insisté sur les perturbations qu'on peut avoir durant le ramadan qui sont beaucoup plus liées aux modifications du mode de vie sur le plan quantitatif et qualitatif, sur non seulement l'alimentation mais également l'activité physique et le sommeil. Dans cette vidéo, nous allons voir beaucoup plus les erreurs diététiques à éviter et nous allons voir ensemble des conseils qui peuvent nous aider pour passer un excellent ramadan dénoué de complications bien d'effets gênants sur le plan digestif. Voici quelques erreurs diététiques à éviter et cette belle photo, une belle table bien garnie, illustre la plupart des erreurs diététiques qu'on fait durant le ramadan. Effectivement, parmi ces erreurs, nous avons les sodas. Les boissons gazeuses, ce sont des boissons, certes de l'eau, mélangées à des additifs, à des colorants et beaucoup de sucre, du mauvais sucre. Donc il faut essayer de les éviter au maximum. Nous avons l'alimentation grasse, donc on mange gras, beaucoup de friture durant le ramadan. Le bourrec, on est un exemple. Les frites, mayonnaise sont un autre exemple. Donc il faut essayer de diminuer ces aliments trop gras, donc riche en matières grasses, donc friture. Il faut éviter au maximum. Donc nous avons aussi le qalb al-lawz qui est une parfaite illustration du mélange mauvais sucre et mauvais gras. Donc je vais parler aussi des excitants tels que le café et le thé. Effectivement, les soirées ramadanesques donc se concluent généralement par du thé ou bien du café. Donc il faut essayer de les éviter aussi durant le ramadan car ce sont des excitants mais également des diurétiques, des aquarétiques qui vont donc entraîner une augmentation de la diurèse. On va plus souvent aux toilettes et ça peut participer donc à la déshydratation si on ne s'hydrate pas correctement et sans oublier donc les effets plus ou moins néfastes sur le sommeil. Ce sont des excitants. Alors, donc à ces anomalies qualitatives, nous avons les anomalies quantitatives. Effectivement, durant le mois de Ramadan, la plupart d'entre nous, on mange n'importe quoi en grande quantité. Donc, il faut éviter de manger copieusement des grandes quantités jusqu'à être blindé, rassasié. D'accord? Donc, une autre aussi erreur donc, à signaler, c'est la mastication. Effectivement, on mange n'importe quoi de grande quantité et trop rapidement sans prendre la peine de mastication. Et je tiens à rappeler que la mastication est la première étape de la digestion. La mastication, c'est un processus mécanique donc, qui va débuter justement donc cette digestion. Il y a aussi un processus enzymatique, effectivement, la salive contient l'amylase, donc la première enzyme donc, à intervenir dans la digestion des aliments. Donc prendre le temps de mastiquer et bien sûr ne pas manger jusqu'à être blindé, manger des petites quantités. Donc voici cette image donc, qui illustre la plupart des conseils donc, durant le ramadan. Donc concrètement, les mesures hygiéno-diététiques à favoriser concernent la plupart du temps le trépied alimentation, activité physique et sommeil. On va commencer par l'alimentation, effectivement, durant le ramadan. Donc on mange non seulement de grandes quantités, mais également la qualité, le plus souvent n'y est pas. Donc pour résumer, pendant le ramadan, donc il faut éviter les aliments trop gras, trop sucrés, éviter donc les pâtes et les féculents donc en excès, favoriser les légumes et les fruits, donc riches donc en fibres, donc essayer de manger beaucoup plus protéiné le matin afin qu'on puisse tenir la journée et essayer de manger des repas plutôt donc c'est-à-dire copieux le matin que le soir, c'est-à-dire essayer d'inverser cette cadence. On a l'habitude de manger trop le soir et un peu moins pendant le déjeuner. Or que pour tenir toute la journée, l'idéal c'est d'inverser ces quantités. Donc à cette alimentation donc riche, variée, donc qui doit contenir des légumes, également des fruits, des fibres, diminuer tout ce qui est gras et sucré. Donc s'ajoute
l'hydratation. Effectivement, en dehors du ramadan, on doit consommer tout le monde 1,5 litre et 2 litres par 24 heures, mais effectivement, durant le ramadan, on doit garder la même quantité, au moins 1,5 litre, donc à se répartir entre le soir et le matin par petites quantités progressives. D'accord, sans oublier que la soupe, les fruits et les légumes contiennent également du liquide, d'accord, c'est-à-dire de l'eau. À cela, donc, on rajoute le fait de bien mastiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première étape de la digestion. Il faut prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de bien, c'est-à-dire savourer votre alimentation, de bien mastiquer afin que la digestion puisse déjà commencer au niveau de la bouche. Manger également de petites quantités, ne pas se hâter, ne pas se blinder tout de suite juste après donc la rupture du jeûne. Concrètement, quoi manger? Donc le principe est le suivant. La quantité, l'idéal, c'est-à-dire manger léger le soir et bien manger le matin. D'où ma réflexion, c'est que Suhoor doit être le repas le plus, c'est-à-dire on va dire le plus important par rapport au ftour, c'est-à-dire par rapport au repas du soir. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais il faut essayer progressivement d'avoir cette habitude de moins manger le soir et de plus de bien manger le matin. Effectivement, donc les aliments, donc l'idéal c'est de manger léger, donc mal ftour, et de manger bien mal suhoor. Donc, je vais résumer un peu. Ce qui est bien donc avec le ftour, donc le soir, c'est de commencer la rupture du jeûne donc par les vieilles traditions que sont les dates, effectivement. Donc ces dates sont certes des glucides mais de bonne qualité, donc c'est du sucre mais de bonne qualité qui permet déjà de faire face donc à cette sensation de faim, de calmer cette faim, de calmer cette hypoglycémie, enchaîné par la suite bien sûr par des soupes et des bouillons. D'accord? Donc ça va préparer un peu votre estomac, votre tube digestif, donc en apportant ce message comme quoi je vais manger dans pas longtemps, quelque chose de plus concret, mais c'est-à-dire, mais ça amorce déjà la digestion, c'est-à-dire de manière douce. Par la suite, une entrée, et bien sûr, favoriser tout ce qui est légumes et fruits, c'est-à-dire il faut favoriser les fibres, donc les viandes blanches plutôt que les viandes rouges, donc diminuer au maximum les fritures, diminuer les féculents donc, et les pâtes. Vous pouvez bien sûr vous faire plaisir si vous voulez manger des pâtes ou même des fritures, c'est-à-dire ou même par exemple des bourrecs et tout, mais toujours avec modération. Il faut toujours prendre la peine de bien s'hydrater. Donc l'hydratation commence déjà par la soupe et le bouillon, mais il faut boire en petite quantité, se répartir donc l'hydratation du soir jusqu'au matin. Il faut essayer aussi c'est-à-dire de manger tôt et de laisser au moins 1 heure entre votre, c'est-à-dire dîner donc, et le fait de dormir. Comme ça, donc le sommeil ne va pas être trop perturbé car déjà donc la durée du sommeil se trouve diminuée entre suhoor et le ftour et la qualité est souvent perturbée car on mange jusqu'à tard la nuit et on dort directement, ça c'est mauvais. Bien sûr, il faut également éviter au maximum les excitants qui perturbent également donc le sommeil, diminuer les diurétiques tels que le café et le thé également. Pour ce qui est du suhoor, effectivement, pour moi, ça devait être le repas le plus important. Donc, ça doit être un repas beaucoup plus protéiné, riche en protéines. Et pour cela, par exemple, du poulet, par exemple, des œufs, etc. Vous pouvez prendre même, c'est-à-dire la peine de manger même les restes du soir si vous voulez le matin. Il faut éviter les aliments trop sucrés donc pendant le matin, c'est-à-dire pendant le suhoor, car effectivement, si je vous donne l'exemple du soda, si vous prenez beaucoup de soda le matin, vous aurez un pic de glycémie suivi d'un pic de sécrétion d'insuline et donc par la suite donc une chute rapide qui va entraîner l'apparition de la faim. Déjà en fin de matinée, vous serez
déjà fatigué, vous aurez déjà faim. Donc je vais terminer en parlant de l'activité physique. Donc on a vu l'alimentation, donc le sommeil qu'il faut essayer de préserver. Concernant l'activité physique, effectivement, ça participe à la digestion. Je vous conseille une petite marche de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes après le dîner. Après le ftour, c'est bon pour la santé. Et d'une manière générale, l'activité physique durant le ramadan, on peut faire du sport durant le ramadan, mais l'idéal des sports d'intensité modérée est plutôt rapproché, c'est-à-dire de l'iftar, c'est-à-dire plutôt la dernière heure, comme ça vous terminez votre séance et vous allez tout de suite prendre votre douche et avec l'iftar, vous allez vous hydrater et manger correctement. D'accord? Très bien. Donc, je termine donc en parlant de ces pathologies digestives qui peuvent nécessiter une exemption, car effectivement, des fois, même en suivant ces règles et je diagnostiques, ces conseils, certaines maladies digestives peuvent nécessiter effectivement une exemption, c'est-à-dire que le patient ne peut pas jeûner, tel que par exemple nous avons l'ulcère gastro-duodénal évolutif, parce qu'un ulcère connu, suivi, traité, guéri n'est pas une contre-indication en jeu. Les anomalies, les atteintes hépatiques, les maladies du foie, lorsqu'elles sont décompensées, maladie du foie compensée, c'est-à-dire stable, suivie, n'est pas une contre-indication absolue. Nous avons une pancréatite aiguë, bon, c'est une urgence, bien sûr, médicale, médico-chirurgicale, ça contre-indique le jeûne. Donc, on peut avoir aussi des néoplasies digestives, bien sûr, à la phase diagnostique, etc., et qui peuvent s'accompagner de dénutrition. Et les maladies de Crohn, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, lors de la poussée. Donc, concrètement, il n'y a pas beaucoup de pathologies digestives qui nécessitent une exemption, mais donc les états graves, sévères et les maladies chroniques connues, donc bien sûr, le patient doit passer par le médecin traitant pour avoir l'autorisation du jeûne, bien l'exemption du jeûne. Concernant la prise médicamenteuse pendant le ramadan, donc je vais parler de deux volets rapidement. On a le traitement symptomatique de ces signes digestifs plutôt gênants durant le ramadan et le traitement de fond de maladies digestives chroniques déjà connues et même les autres maladies chroniques déjà connues. Alors, concernant le traitement de fond des maladies digestives, je vais vous donner un exemple, par exemple, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les hépatites chroniques, etc. Et bien la décision sera celle du médecin traitant. Ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse là tout de suite, parce que c'est le médecin traitant qui est toujours maître donc, de cette décision d'exempter ou bien d'autoriser le jeûne, mais également les médicaments, la modification de la prise médicamenteuse. Effectivement, certaines médications peuvent être modifiées donc, durant le ramadan. On profite par exemple de la prise, c'est-à-dire deux prises par 24 heures, c'est-à-dire pendant ce et iftar, mais ça reste la décision du médecin en fonction de la maladie et en fonction également du médicament. Concernant les symptômes digestifs, car des fois, même si on suit ces règles hygiéno-diététiques, des fois on a quelques symptômes digestifs gênants qui peuvent apparaître, on peut effectivement recourir à un traitement symptomatique, bien sûr via un médecin. Donc on peut prendre par exemple des inhibiteurs de la pompe à protons, des alginates comme pansement gastrique, voilà, pour les brûlures et les remontées acides. On peut prendre un accélérateur de transit en cas de constipation. On peut prendre effectivement du dompéridone par exemple en cas de nausée ou bien de vomissement après avoir mangé. Il y a aussi des médicaments pour les ballonnements, etc. Mais personnellement, je préfère éviter ces médicaments car j'insiste encore une fois, si on essaye, si on suit les règles hygiéno-diététiques et qu'on essaye d'allier qualité et quantité en matière d'alimentation, riche et variée, en matière d'activité physique qu'on doit garder durant le ramadan, en matière de sommeil qui doit être de bonne qualité, 6, 7, 8 heures par jour. Si on essaie d'appliquer tout ça, logiquement, on aura moins de signes digestifs gênants et bien sûr, on n'aura pas recours à ces médicaments de traitement symptomatique.
Voilà, donc encore une fois, le trépied, alimentation, activité physique et sommeil. Voilà pour une vie saine, pour un jeûne, on va dire, bénéfique. Tout ça pour un ramadan dans de bonnes conditions. Donc, je termine donc, en vous souhaitant à tous donc, un jeûne un jeûne de bonne qualité, thérapeutique, et un bon ramadan et un Aïd Mubarak à l'avance. Donc, pour résumer, donc, le jeûne durant le ramadan est un jeûne thérapeutique qui a beaucoup de vertus. Ce sont des modifications du mode de vie qui entraînent ces perturbations digestives. Donc il faut essayer d'adopter les habitudes alimentaires dès maintenant, c'est-à-dire il faut avoir une hygiène de vie, une alimentation, une activité physique, un bon sommeil pour éviter bien sûr la plupart des effets gênants qui peuvent se voir durant le ramadan. Et enfin encore, concernant les maladies chroniques, concernant les traitements, que ce soit les traitements de fond des maladies chroniques ou bien le traitement symptomatique de ces signes digestifs, il faut toujours passer par le médecin traitant. Et je vous dis encore une fois, sahaftarkom et sahaidkom. Merci à vous. À bientôt.